En 164 avant Jésus-Christ, la grande révolte des Maccabées avait délivré le pays des Hébreux de l'occupation gréco-syrienne des Séleucides. Ces Maccabées donnent naissance à une dynastie de souverains, les Hasmonéens, et marquent ainsi le début d'une ère d'indépendance. Mais 4 générations de souverains hasmonéens corrompus, crapuleux et magouilleurs vont provoquer une pluie de réactions en chaîne. La première est un mécontentement croissant de la population qui veut retrouver la pureté d'Israël et juge que ces Hasmonéens ne valent pas mieux que les Grecs qu'ils ont remplacés. Des mouvements tels que les pharisiens puis les Esséniens vont ainsi naître et entrer en dissidence. La deuxième réaction est l'arrivée de nouveaux conquérants qui vont menacer l'indépendance du jeune royaume et profiter de ces divisions internes. Nous sommes en 66 avant Jésus-Christ. La reine Salomé, elle porte bien son nom, Salomé venant de Shalom Sion qui veut dire paix à Sion. Salomé est veuve de 2 rois hasmonéens, frères de surcroît. Elle laisse 2 fils qui vont s'entre-déchirer et entraîner le royaume dans une guerre civile qui va prendre une dimension internationale. Ces 2 fils, Hyrcane II et Aristobule II, vont se disputer le trône et entraîner dans leur lutte des partisans qui vont se livrer un combat sanglant. Un proche conseiller de Hyrcane va prendre une importance considérable. Rusé, intelligent, ambitieux et sans scrupules, c'est Antipater, un noble iduméen qui murmure à l'oreille d'Hyrcane. Chacun des 2 frères dispose de forces équivalentes. Pour gagner l'avantage, ils vont se chercher des alliés puissants à l'extérieur du royaume juif. Antipater va choisir l'aide des Romains qui pointent à l'horizon, tandis que Aristobule, lui, va tenter une alliance avec les Parthes, ennemis jurés de Rome qui lui résistent sur le chemin de la conquête de l'Orient. Mauvaise pioche donc pour Aristobule, car le général romain Pompée, qui est déjà en Syrie, ne va pas apprécier cette manœuvre. Pompée fonce sur Jérusalem, où Aristobule se réfugie derrière ses puissantes murailles. Profitant du respect du sabbat par les Juifs, Pompée donne l'assaut et prend Jérusalem. Aristobule sera envoyé en exil à Rome. Hyrcane, lui, sera confirmé sur le trône. Mais le trône de quoi? Car faire venir Rome n'est pas sans un certain coût. Pompée va confisquer à Hyrcane la moitié du territoire du royaume. Il ne régnera que sur une Judée presque revenue à sa taille d'avant les Maccabées, avec, en plus, la petite province de Galilée au nord. Mais celui qui détient désormais les rênes du pouvoir, c'est Antipater, lui, l'Iduméen, marié à une fille du roi nabatéen. Il a sauvé la vie d'Hyrcane en lui trouvant refuge chez son beau-père dans la cité impénétrable de Pétra. Antipater, père d'Hérode, va donner à ses enfants, car Hérode a des frères et sœurs, une leçon de diplomatie unique en son genre. Hérode s'en inspirera fortement et nous le verrons bientôt. Cette leçon de diplomatie, eh bien nous allons la présenter comme une valse à 3 temps. Le premier temps de cette valse, nous venons de le voir, il le fait avec Pompée, qui débarrasse la Judée pour un temps d'Aristobule, rival et frère d'Hyrcane. Mais Pompée doit rentrer à Rome où l'attend un autre rival, César, qui vient de conquérir la Gaule et qui rentre sur Rome, bien décidé à prendre le pouvoir. Pompée devra finalement s'effacer devant lui, il s'enfuira en Égypte. Croyant trouver là-bas quelques soutiens, il sera capturé puis exécuté par le jeune pharaon Ptolémée XIII, frère et époux de Cléopâtre. Ptolémée pense en agissant ainsi s'attirer les bonnes grâces de César. César débarque à son tour en Égypte et tente de soumettre le jeune Ptolémée. Il trouve une alliée en la personne de Cléopâtre qui va le séduire et lui promettre l'Égypte s'il la débarrasse de son frère Ptolémée. Ptolémée va se rebiffer et les Égyptiens vont encercler César dans la ville d'Alexandrie. Là commence notre deuxième temps de valse. Antipater voit une belle opportunité
de mettre à nouveau les bons Romains dans sa poche. Il envoie une armée au secours de César, qui défait Ptolémée et soumet l'Égypte. De retour à Rome, César y est assassiné en 44 avant Jésus-Christ. Les comploteurs et meurtriers de César s'échappent, et quelques-uns d'entre eux, tels Brutus et Cassius, tentent d'aller se faire oublier en Syrie. Antipater voit en eux les nouveaux bons Romains qu'il faut bien traiter. Il va donc s'empresser de leur prêter allégeance et les aider à financer une armée. Une armée en réalité destinée à les défendre contre ceux qui les poursuivent pour le meurtre de César. Ce choix sera fatal à Antipater. Troisième temps de cette valse, c'est le jeune Hérode qui va la conduire. Antipater avait fait nommer ses 2 jeunes fils aînés gouverneurs des 2 principales provinces, Hérode en Galilée et Phasaël à Jérusalem. Hérode va vite se rendre compte que le vent est en train de tourner, car Cassius et Brutus se font finalement rattraper par le nouvel homme fort de Rome, Marc-Antoine. À l'âge d'à peine 25 ans, Hérode va réussir à convaincre Marc-Antoine qu'il peut toujours compter sur le soutien de la Judée et lui jure fidélité. Intéressons-nous maintenant à la destinée d'Hérode. Fils d'Antipater, il a à peine 25 ans et il devient gouverneur de la Galilée. Il va s'y montrer un tyran précoce, se taillant très vite une réputation de percepteur d'impôts vorace et sans scrupule pour le compte de ses amis romains, en particulier de Marc-Antoine dont il veut s'assurer la protection. Hérode est marié à Doris, une nabatéenne dont il aura un fils qu'il nommera Antipater. Vous allez vous dire, ces gens n'avaient pas beaucoup d'originalité pour les noms de leur progéniture. Mais dans la région existait une coutume appelée paponymie, qui consistait à donner aux enfants le nom de leurs grands-parents. Mais Hérode sent bien que pour réellement accéder au pouvoir, il va lui falloir plus que de l'ambition. Il lui faut une légitimité royale. Pour cela, il va demander à Hyrcane, l'ami de son père, de lui accorder en mariage sa petite fille, la ravissante Mariamne. Mariamne descend d'Hyrcane par sa mère et d'Aristobule par son père. Elle est 100% hasmonéenne, et son père et sa mère sont cousins germains. Il aura d'ailleurs 2 fils de ce mariage avec Mariamne. Les ennuis d'Hérode sont loin d'être terminés. Son père Antipater meurt empoisonné par un partisan hasmonéen. Marc-Antoine, lui, doit s'éloigner de la région pour régler la succession de César et la branche hasmonéenne ennemie va en profiter pour revenir en force, avec l'aide de la puissante Sparte, ennemie jurée de Rome. Antigone, fils d'Aristobule, réussit, avec une armée parthe alliée, à s'emparer de Jérusalem. Il poussera le frère d'Hérode au suicide et coupera les oreilles de son oncle Hyrcane afin qu'il ne puisse plus exercer sa fonction de grand prêtre. Hyrcane devra s'enfuir à Babylone. Hérode va s'enfuir à son tour avec les siens et surtout avec de nombreuses jeunes concubines. Il ira les mettre en sûreté dans le palais de Massada, une forteresse imprenable située sur un piton rocheux au bord de la mer Morte. Antigone avait promis aux Parthes 500 jeunes filles en paiement de leur appui. De là, Hérode va partir pour Rome plaider sa cause auprès du Sénat romain qui le proclamera finalement roi de Judée. Hérode a gagné. Il est roi, mais un roi sans terre. Il mettra 2 ans à conquérir ce royaume qui est retombé entre les mains de son principal rival, Antigone. Hérode va conquérir son royaume avec l'aide de Rome. Il régnera en monarque absolu jusqu'à l'an 4 avant Jésus-Christ. Il fut beaucoup écrit pour présenter Hérode comme un tyran sanguinaire maniaco-dépressif. Il le fut sans aucun doute. Mais il fut aussi un brillant politicien qui transformera un royaume exsangue et ruiné par des années de guerre civile en un pays prospère. Arabe de naissance, juif de religion, il réussira à faire cohabiter juifs et arabes, païens et monothéistes, gagnant aussi l'appui des principales factions du judaïsme comme les pharisiens, les sadducéens et même les esséniens, qu'il cajole depuis que l'un d'eux avait prédit son ascension au pouvoir. La chance lui sourit, ce qui lui vaudra le sobriquet de Félix Faustusque.
Il échappera plusieurs fois à la mort et réussira à déjouer les complots tentant de retourner les Romains contre lui, et le renverser. Il sera plus malin qu'une de ses pires ennemies, Cléopâtre. Ils se détestent copieusement tous les deux. Mais son amitié et alliance avec Marc-Antoine, devenu amant de Cléopâtre, sera plus forte. Lorsque Marc-Antoine et Cléopâtre seront à leur tour battus par le nouvel homme fort de Rome, Octave Auguste, Hérode réussira une nouvelle pirouette et se mettra le nouvel empereur dans la poche, garantissant ainsi la continuité de protection et d'indépendance de son royaume par Rome. Durant les quelques 30 années de son règne, Hérode va réconcilier la Judée avec la prospérité. Il se lance dans des travaux titanesques procurant du travail à des dizaines de milliers d'artisans. L'énumération de ces travaux donne le vertige. La personnalité complexe d'Hérode s'est forgée à partir de deux choses. Le besoin de sécurité et la fascination pour le monde gréco-romain. Cela va se traduire dans les grandes réalisations de son règne. Habitué à fuir et devoir résister derrière des murailles, il va transformer des forteresses naturelles en palais luxueux, tel Hérodium. Et surtout, Massada, qui l'équipera du dernier cri romain en matière de confort. Conscient que ses origines iduméennes en faisaient aux yeux de la population un demi-juif, de surcroît romanisé, il va s'amender en faisant construire un temple monumental à Jérusalem qui fera l'admiration du monde antique. Temple qui contribuera grandement à la prospérité par les nombreux pèlerinages qu'il pourra accueillir. Il va aussi construire de nouvelles villes à la gloire de ses amis romains, telles Césarée, ville portuaire modèle du genre. Aqueducs, théâtres, arènes et palais donneront aux grandes villes du royaume, comme à Jérusalem, des airs de villes romaines. Et c'est dans cette Jérusalem hérodienne que la vie terrestre de Jésus connaîtra une fin tragique. Durant les 33 ans du règne d'Hérode, le royaume juif aura atteint la plus grande superficie de son histoire, qu'elle ne retrouvera plus jamais, mais aussi son plus haut niveau de richesse. Hérode aura hissé l'insignifiante terre de Judée au rang de puissance respectée par ses partenaires régionaux et ses alliés romains. Elle connaîtra encore des tensions avec ses voisins nabatéens, mais sera globalement entourée d'alliés, l'Égypte et la Syrie étant désormais sous le contrôle direct de Rome. Quant à Hérode, il est considéré comme l'homme le plus riche de l'Empire romain. Ses fils seront d'ailleurs envoyés à Rome pour y recevoir la meilleure éducation et ils deviendront très proches du pouvoir impérial. Mais le ciel va s'obscurcir sur la famille royale. S'il n'a plus d'ennemis à l'extérieur, les menaces sur son règne vont venir de l'intérieur, au sein même de sa famille et de sa cour. À la mort de son père, Hérode se sépare de sa première femme, Doris, pour épouser Mariam, petite fille d'Hyrcane. Il veut par cette union faire oublier ses origines iduméennes et allier son sang à celui de la lignée prestigieuse des Asmonéens. Il a aussi une sœur, Salomé, une intrigante diabolique qui voit en les Asmonéens un clan toxique à éliminer. Elle va devenir calomnieuse en chef et transformer la cour en un nid de frelons où les plus bas instincts seront de mise. Face à Salomé, il y a Alexandra, la mère de Mariamne, la belle épouse asmonéenne d'Hérode. Alexandra va aussi souffler sur les braises de la discorde pour tenter une prise en main et pousser les deux fils d'Hérode et de Mariamne à prendre le pouvoir. Deux clans vont ainsi s'affronter, les Iduméens, branche paternelle d'Hérode, et les Asmonéens, la belle famille. Une querelle autour de la nomination d'un grand prêtre du temple va lancer le cycle infernal des machinations mortelles. Sous la pression de sa femme Mariam et de sa belle-mère Alexandra, Hérode doit nommer Jonathan, un jeune frère de Mariamne, au rang de grand prêtre. Jonathan meurt noyé au lendemain de sa nomination. Mariamne et Alexandra voient l'ombre d'Hérode derrière cet accident et vont chercher de l'aide auprès de Cléopâtre, la reine d'Égypte. De plus en plus méfiant, Hérode va déjouer leur tentative et s'en prendre à Mariamne, qu'il fera finalement exécuter. Une exécution qu'il va vivre comme une tragédie, tant il en était amoureux, et qui va le faire basculer dans la folie. Il fera ainsi assassiner
exécuté le vieil Hyrcane, grand-père de Marianne, puis Alexandra, mère de Marianne. De son union avec Marianne étaient nés 2 frères, Alexandre et Aristobule. Ils sont soupçonnés de vouloir venger leur mère. Ils seront aussi exécutés. De son premier mariage avec Doris, il avait eu un fils, Antipater. Hérode en ordonnera l'exécution depuis son lit de mort. La cruauté d'Hérode envers les membres de sa famille sera connue jusqu'à Rome où l'empereur Auguste fit part de son agacement. La biographie sanglante d'Hérode va alors basculer de bienfaiteur à monstre, éclipsant ainsi tout ce qu'il fit pour le royaume, qui bientôt va sombrer dans la guerre civile et entraîner sa destruction complète. Tout ceci nous amène naturellement sur le terrain sensible de la venue du Christ. Je l'avais annoncé dans l'introduction de la première partie, seul l'évangéliste Matthieu relate l'épisode qui aurait fait coïncider la naissance de Jésus avec Hérode. Les historiens ont précisément daté la mort du tyran à l'an -4, ce qui voudrait dire que Jésus serait forcément né avant cette date. Ceci n'est pas absurde car la datation de nos siècles a été faite par des moines au Moyen-Âge qui ne disposaient pas de moyens de recherche historique sophistiqués. Là où il y a divergence entre les recherches historiques et les récits évangéliques, c'est sur 2 points. Le premier, c'est le fameux massacre des innocents nouveau-nés. Et le deuxième, c'est le recensement ordonné par l'empereur Auguste qui est décrit par l'évangéliste Luc. Si ce recensement a bien eu lieu, il est attesté au moins 10 ans après la mort d'Hérode et nous y reviendrons. Le premier point par contre laisse perplexe car il n'existe aucun témoignage, autre que le récit de Matthieu, de ce massacre d'enfants qui aurait dû être très traumatisant pour les témoins de l'époque. Si Hérode, au sommet de son règne, a toujours cherché à éliminer des concurrents à son pouvoir, et il a copieusement mis à mort tous ceux qui lui faisaient de l'ombre, en réalité, à la fin de sa vie, il se souciait très peu de sa descendance, faisant encore exécuter un de ses fils quelques jours avant sa mort. Cette énigme ne sera sans doute jamais résolue, mais accordons à Hérode la présomption d'innocence pour le seul crime qu'il n'aurait jamais commis, et qui l'a pourtant rendu célèbre. Les tyrans qui meurent dans leur lit sont ceux qui ont échappé à 1000 dangers. Hérode a ainsi durant toute sa vie survécu à de nombreuses tentatives de coups d'État, de batailles, de procès, d'exil et d'assassinats. Il meurt dans son lit au printemps de l'an -4, probablement d'artériosclérose aggravée par des insuffisances rénales et cardiaques. Les descriptions qui ont été données de son état sont peu appétissantes. On parle de nécrose des parties génitales provoquant d'atroces démangeaisons et la présence de mouches et d'asticots. Hérode eut officiellement 7 femmes, dont 5 lui donnèrent des enfants légitimes. Inconsolable de la mort de sa bien-aimée Marianne, il épousera une seconde Marianne avec laquelle il eut une fille, Hérodiade, que l'on recroisera bientôt. Il épousa ensuite une Samaritaine du nom de Maltacée, avec laquelle il eut 2 fils. Et enfin, il épousa une Cléopâtre qui lui donnera un nouveau fils. Mais qui va bien pouvoir succéder au grand Hérode ? La moitié des prétendants au trône ont été éliminés. Les Hérodiens vont-ils réussir à maintenir l'héritage de leur père ? Que sait-on réellement de la période qui précéda et qui précipita l'occupation romaine du royaume, puis la chute et la destruction d'Israël ? Tout ceci vous sera révélé dans le 3e et dernier volet de la saga des Hérodes.